Les Instigateurs podcast numéro 45. Aujourd'hui, on vous parle de nos meilleurs moves en tant qu'entrepreneur. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's going on, Big Daddy? Je suis dans une bonne passe, man. Je sais qu'on a déjà fait un épisode sur le biohacking pis tout, mais autant que les derniers... Non, je suis transparent. Les derniers mois, mentalement, ont été très difficiles, mettons. Mais là, je bounce back. J'ai recommencé à prendre de l'ashwagandha, de refaire plus d'activité physique. J'ai recadré mes tâches et rôles dans l'entreprise pour me remotiver un petit peu plus. Non, life's great, man. Toi, comment ça va? Ben, ça va bien. Je suis un petit peu comme toi. Je pense que la partie, tu sais, comme COVID, etc., a été rough pour tout le monde à différents degrés. Mais je pense que, tu sais, de façon, au point de vue de société, ça a été pesant pour tous. Puis là, je pense que nous autres, on a été quand même privilégiés ici où on est relativement safe. Mais même chose, j'ai fini mon livre est terminé, la production est en production. C'est un gros chunk de partie qui fait du bien. Ah, tant mieux, man. Ouais, non, c'est ça, tout se replace bien, fait que c'est ça. Puis d'un côté, je dois acknowledger aussi le fait que de notre côté, toi puis moi, avec les instigateurs, podcast va bien, et puis tout le côté mentorat qui vient derrière ça, on n'en parle pas beaucoup, puis c'est notre but, c'est pas de vous vendre notre salade puis dire joignez notre groupe de mentorat, mais on a un petit groupe de mentorat des instigateurs, un petit mastermind qui s'est créé dans les derniers mois, et puis tout est en train vraiment de se mettre en place de façon assez intéressante. Non, ça se fait organique, le monde qu'on a, en tout cas. Beau groupe. Moi, j'ai du fun avec, là. Autant que t'as un petit peu de tout, là. Du monde hyper cérébral, d'autres hyper émotifs. Fait que on casse du monde, puis de l'autre côté, que c'est juste, on optimise les terrains de jeu. Non, il y a une belle diversité. Ouais, non, c'est ça. On a le huis clos, quand vous avez déjà parlé, qui est encore qui est sur la glace en attendant que je puisse passer la frontière sans avoir à te mettre en quarantaine encore. À me mettre en quarantaine. Le gouvernement dort sa switch un peu. Ah, gosh. Fait qu'en tout cas, non, mais bref, mais ça s'en vient. On a des places pour le prochain huis clos qui devrait être, à mon avis, là, si j'avais à guesstimater, je te dirais fin septembre, si probablement octobre. Moi, je suis quand même très fort sur la gestion des attentes, là. Fait que je te dirais juste, ferme ta gueule si tu peux pas livrer, là. Mais... C'est ça. C'est l'affaire, c'est qu'on n'a aucune fucking idée. Non, c'est ça. J'ai vraiment hâte parce que pour vrai, tu sais, autant que la formule mastermind pis tout, j'ai du fun avec notre gang, mais en même temps, tu sais, je suis très transparent depuis le début. C'est pas nécessairement une formule qui, pour moi, toi, je sais que t'es habitué, c'est ce qui te fait triper. Je suis un gars de in and out plus souvent, puis juste comme à la limite, je me vois plus comme un traitement choc qu'autre chose. Fait que le huis clos dans ma tête, moi, c'est ma formule parfaite. J'ai vraiment hâte qu'on puisse le faire justement pour dire venez-vous-en, c'est quoi vos problèmes, c'est quoi vos cicatrices, on va vous calisser du sel un peu là-dedans, 2-3 claques. Vous allez repartir bien propre, en santé, bien motivé, mais surtout focus avec un plan de match. Ben oui. Non, c'est ça le but aussi, là. C'est de recadrer, de réaligner, puis après, comme à la manière des instigateurs, c'est quelque chose qu'on garde de façon assez rough mais honnête. Non, c'est pas rough, c'est plus honnête, je pense. C'est comme c'est nos beaux, tu sais, on veut vous donner
la meilleure direction possible. Là. Fait que c'est ça. Il y a combien de places qui restent? Parce que il y a des personnes qui ont pris le huis clos, qui sont devenus converti, là, tu parles pour Mastermind. Pour le huis clos. Si c'est quelque chose qui vous intéresse dans le futur. Je pense qu'on a trop. Si on pousse l'élastique, je peux dire 3. Mais normalement, mettons, avec ce qu'on avait prévu initialement, 2, là, mais vu qu'on depuis ce temps-là, on a optimisé nos patentes, là. Ouais, 2, 3. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le huis clos, qui est sur une fin de semaine à Stoneham. 2 jours de retraite d'affaires, une petite gang, puis on passe, on décortique votre business. Une journée que c'est plus de l'enseignement sur des thématiques techniques, puis une journée de hot seat. Vous arrivez avec un problème, on le dissèque au couteau, puis on vous montre un plan de match pour un 3 mois. C'est ça. Et le unadvertised bonus, c'est que Mathieu va faire du barbecue. Ah oui? OK, pas trop. Tu le savais pas, celle-là? Non, je me dérange pas tout. OK. Moi, je vais apporter du whisky de mon côté. Fait que je qu'en pense. Là. Cool, man. Hey, on va parler de nos meilleurs moves en tant qu'entrepreneur. On va peut-être partager un peu plus d'histoires personnelles aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a bien fait, ce qui a bien été, je te dirais, pour nous autres. Puis si vous pouvez l'appliquer dans vos affaires et puis que ça vous parle, ben tant mieux. Mais on a eu pas mal de requests de personnes qui voulaient. Et ça, je sais que c'est quelque chose, je te l'avais dit, mais que par rapport à nos auditeurs qui veulent peut-être avoir des détails personnels un peu plus précis, là. Pas juste de l'enseignement ou du débat d'idées, là. Mais moi, je suis content de partager ces choses-là. J'aime ça. Puis ben, ça me fait. Puis c'est toujours le fun de partager ces bons moves. Pas de man. Comme je te dis, c'est juste parce que je suis mal fait. J'ai tout le temps l'impression que le monde s'en calisse de moi. Là. Fait que, au final, je vais vous donner du knowledge value concret, mais en même temps, en effet, les commentaires de plus en plus me prouvent que j'ai tort puis que le monde aime l'aspect un petit peu plus personnel. Puis, Ben ouais, mais je pense que c'est un mix des deux aussi, parce que c'est une réflexion personnelle, mais qui s'applique toujours d'une certaine façon à nos auditeurs. Fait que qu'est-ce que toi, qui a été je te dirais, si t'avais de dire, qu'est-ce que ta number one move en business préféré, ta move préférée que t'as fait en business? Je ne serais pas capable de te dire quel est le numéro 1. Je suis capable de te dire quel est le top 3, mais je suis pas capable de faire un classement. Clairement d'avoir mon cheminement à titre d'entrepreneur est quand même long et quand même très polarisé, mettons là. Mm-hmm. Mes 3 premières business, ça a été je les ai élevés avec un chip on my shoulder. Okay? Je le faisais par passion, mais surtout pour prouver quelque chose à moi, mon entourage et l'industrie. Puis de faire le switch de justement comme si c'est un mélange de manger mon humble pie puis d'apprendre à mieux me connaître, comme de me libérer de ça puis de réussir à vraiment prendre un step back puis de revoir l'intention de mes business, comprendre que justement la business ne travaille pas pour moi, la business travaille pour la société et moi je travaille pour cette business-là, cette mission-là. Ça a été quand même un bon eye-opener qui a fait que le style de vie qui venait avec la charge de ces entreprises-là est devenu beaucoup moins toxique. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça. C'est de là que dans ma tête, c'est là que je passais d'un enfant à un homme à titre d'entrepreneur. Mais trouves-tu pas qu'on fait tout ça, on commence son business parce qu'on a de quoi se prouver, tu comprends-tu? C'est qu'on va commencer une business en disant comme I'll show them, tu sais, je vais vous montrer que je suis capable de le faire moi-même. Je pense pas que tout le monde fait ça. En tout cas, je peux pas dire que c'est quelque chose que je remarque beaucoup dans mes clients en mentorat. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent par bienveillance, à la limite complètement même à l'inverse, là, très Mère Teresa, puis juste aider, puis contribuer. Fait que mais ça, il y a une fine line. J'ai l'impression que le monde veut contribuer, mais à la base, moi, la façon dont je le vois, c'est que il y a toujours un côté qui est, je te dirais, très personnel pour pourquoi est-ce qu'on va starter une business, qui est pas nécessairement altruiste, qui est pas nécessairement quelque chose d'altruiste. La volonté de dépassement de soi. Ouais. Mais ça, c'est pas obligé d'être négatif. Moi, de mon côté, je suis très à l'aise à dire que c'était malsain. Okay.
Fait que c'est ça clairement dans mon top 3 parce que ça a changé ma façon de voir l'entrepreneuriat, voir ma relation avec les gens. Ça a eu beaucoup de ramifications dans la façon que je gère ma vie, je vais dire comme ça. Mm-hmm. La capacité de m'associer avec des gens, clairement, comme je l'ai mentionné dans le dernier épisode, no looking back, je ne repartirai plus en entreprise seul. Maintenant que j'ai réussi, je l'avais essayé dans le passé, puis il y a certains scénarios où je me suis lancé dans des projets avec les mauvaises personnes, mauvais timing, mauvais contexte, mauvais environnement. Ouais. Mais là, d'avoir réussi à trouver justement comme une équipe qui autant m'aide à élever mon jeu que m'inspire sans rien faire, me donne le goût de le faire par moi-même et m'empêche de m'auto-saboter parce que je peux être impulsif. Ça, clairement, c'est un de mes meilleurs moves ever. Puis apprendre que justement, par la bande, ça t'apprend que ça t'impose à renforcer qu'est-ce qui est ta force réelle. Oui. Puis justement, de vouloir avoir tous les chapeaux, puis control freak, puis apprendre à déléguer. Donc, il y a vraiment beaucoup de bien de ça. Puis l'autre, c'est niaiseux, mais tu sais, je veux dire, ce n'est pas un secret. Règle générale, je pars sur la prémisse de jaillir tout le monde jusqu'à temps qu'on me prouve le contraire. Mais il y a des personnes qui, sans que je ne comprenne pas pourquoi, sont des coups de cœur instantanés. Des personnes que, salut, je te connais pas, on vient de se dire 4 mots, je te donnerai ma chemise, mon char, ma maison. Puis c'est des personnes que tu sais pas, ils servent à quoi dans ta vie. Tu sais pas pourquoi, quoi que ce soit. Mais d'entretenir ces liens-là, je pense que ça a été un de mes meilleurs moves de comme, OK, il y a quelque chose de spécial ici. Je ne sais pas c'est quoi, c'est pas concret, mais clairement, je veux poursuivre ce mystère pour en découvrir la finalité. Tu sais, je veux dire, t'en es un de ceux-là, en fait. Tu sais, quand on s'est connus, puis tout, c'était comme, OK, on a une bonne vibe, tout, on avait aucun, tu sais, je veux dire, il n'y avait aucun projet, mais c'était comme, OK, Chris, non, il se passe de quoi, là? Il y a une chimie, je sais pas, ça va servir à quoi, dans quel format, quand, dans quel contexte, mais il y a un filon. Puis, tu sais, des fois, c'est des relations que t'entretiens sur des années, là. Ouais. Puis, visiblement, d'un point de vue extérieur, pour rien. Tu sais, c'est des personnes que, tu sais, je veux dire, dans nos premières années, on se parlait, quoi, 3 fois par année ou peu importe. Puis, comme là, ça a viré en ça. Fait que, tu sais, d'entretenir ces personnes-là, puis d'avoir une liste pour être sûr de ne pas les oublier. Parce que c'est facile dans le quotidien de justement se perdre là-dedans, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont des major players, puis qu'on fait juste, tu sais, tu peux rencontrer la mauvaise personne au bon moment, tu peux très facilement rencontrer la bonne personne au mauvais moment. Moi, dans ma tête, lorsque j'ai l'impression que j'ai rencontré une bonne personne, je pars sur la prémisse de je t'ai rencontré au mauvais moment, c'est ma responsabilité d'entretenir le lien. Donc, tu sais, là, Claudia Marcotte, François Levasseur, François Lantier, toi, Alex Vézina, tu sais, j'ai ma liste. Concrètement, je sais qui sont ces personnes-là que j'apprécie, me font du bien. Juste de savoir qu'on a une relation m'amène à être une meilleure personne, puis ça a une espèce d'effet domino sur bien des affaires. Puis ça, je n'ai pas la capacité d'émerveillement dans la vie, mais c'est sûrement ce que je pense qui est le plus proche avec ces gens-là. Ben, c'est un bon point, tu sais, comme pour ramener ça, c'est tout n'a pas besoin d'être stratégique non plus. Non, c'est hyper organique, c'est ça la beauté de la chose. Parce que j'ai été invité du temps qu'on enregistre ce site, l'épisode va être en ligne, probablement le podcast à Jen Gauvin, puis on parlait, tu sais, comme elle me parlait, tu sais, OK, ben, elle dit, là, les instigateurs avec Mathieu, là, comme dit, c'est comme, explique-moi ça, parce qu'elle dit, je vois pas où ça fit. Moi, je dis, mais non, ça fit. Je dis comme, ça fit pas nulle part. C'est justement l'affaire de comme, il y a aucune stratégie de base. Nous autres, on l'a fait parce qu'on savait que c'est la stratégie minime de comme, OK, ben ça devient une carte d'affaires, tu sais, je veux dire, ça devient quelque chose, puis qui est le fun aussi, puis ça me permet aussi de travailler avec Mathieu, puis j'étais comme toi, c'est qu'on a commencé avec je pense, un self-respect, il y avait, comme t'as dit, là, tu sais, comme, je sais pas, il y a quelque chose avec lui que I like this guy, tu sais, je veux dire. Et puis après, bon, on a continué nos discussions, puis tout ça, mais ça a été très non stratégique, en sachant que ça va amener à autre chose, on verra bien, tu sais. Mais tout n'a pas besoin d'être tout le temps
méga comme millimétré. Tu sais, comme tout n'a pas besoin d'être compté ou mesuré. Je te dirais que ne fais pas ça au niveau de ta business en général, comme c'est pas nécessairement un tip que je vais vous donner là par rapport à ça, mais que sur ce genre d'affaires-là, c'est bien correct d'avoir des side projects ou des choses que vous êtes comme, je sais pas pourquoi est-ce que je le fais, mais it feels right. C'est ça, exact. Tu sais, puis je pense que ça vient avec le self-awareness overall, comme avec, tu sais, c'est des choses que tu vois maintenant, que tu es en business depuis 10, 15, 20 ans, que tu es comme, OK, I get it now, comme je le comprends, puis c'est l'accumulation de toutes ces petites choses-là qui sont arrivées dans ta vie, qui t'ont fait que tu as cette connaissance de toi que tu n'avais pas par avant. Mais ça fait partie du process, puis c'est ça que moi je trouve intéressant, puis de plus que je vais en affaires, plus que je vais comme être capable de voir, de reconnaître le pattern, tu sais. Parce qu'au début, il n'y a pas de pattern, mais maintenant, il y a un pattern. Tu sais, puis en même temps, moi, ça, c'est un outil pour... On perd tellement de temps avec du monde qui en mérite pas, là. Fait que je me dis, gars, ce temps-là que normalement je perdrais avec des sangsues ou peu importe, mais tant qu'à le mettre sur quelqu'un que je sais pas pourquoi, j'aime aussi bien le mettre sur quelqu'un que j'ai l'impression que, justement, c'est peut-être un investissement pour le futur ou que ça amène du positif plutôt que juste perdre du temps puis devenir une béquille pour quelqu'un d'autre, là. Donc, je suis vraiment pas le meilleur. En fait, je suis le pire des amis dans la vie parce que j'ai pas de temps pour personne s'il n'y a pas d'intention. Je l'ai déjà dit, je pense, moi, invite-moi pas à aller prendre une bière. Je vais juste faire de l'anxiété parce que je suis pas quelqu'un qui parle dans la vie. Ça prend un but à tout. Ouais. Mais rendu là, j'ai peu de temps pour le monde de mon entourage proche. Quand je suis capable, je leur en donne. Puis pour le reste, le peu que j'ai, ben c'est ça. Faut que je sois intelligent dans qui je l'investis. Ouais. Et d'avoir cette liste-là qui est matérialisée, qui est concrète, m'aide à garder le focus pour être capable de plus facilement dire, ben tu sais, moi, ça, c'est pas un problème de dire non, ça me tente pas ton affaire, puis j'irai pas, puis ça me sert à rien. Je suis à l'aise, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas à l'aise avec ça. Donc, d'avoir cette liste-là, des fois, ça peut devenir un petit safeguard pour des personnes de dire, ouais, non, malheureusement, tu sais, c'est comme, avant de pouvoir t'attribuer du temps pour toi, ben, j'ai une certaine liste de personnes que je me dois de relancer avant toi. Fait que... Non, c'est ça. Puis, moi, jamais de mon top 3. Si on va dans une optique de top 3, là, définitivement, moi, je te rejoins là-dessus. Le côté d'avoir bâti des partnerships, le fait de, comment je peux dire ça, de bâtir quelque chose avec quelqu'un qui a un skill set qui me complète, mais aussi avec une personne avec qui pour qui j'ai une admiration, plus qu'une admiration, je te dirais, mais une chimie avec. Puis ça, c'est parti. Ce qu'on fait avec toi puis moi, avec les instigateurs, etc., qui extendent aussi dans notre amitié personnelle. Ce que j'ai bâti avec Matt Galland, comique, parce que deux personnes, deux Mathieu, mais avec Matt, on a bâti deux compagnies ensemble, et puis Matt qui est comme... Puis on a eu beaucoup de hauts et de bas, et puis on a clashé à des moments donnés, puis il est différent, mais Matt est, dans mes amis, sinon mon ami le plus proche, et avec qui, comme j'ai une connexion incroyable, même si à cette heure, on n'a plus de business ensemble, ça a été dans mes meilleurs moves. Et ça a été aussi le fait, même si c'est un business partner, devient aussi un mentor dans le process. Comme moi, je le vois avec toi, c'est sur certaines choses que je regarde ce que tu fais, je suis comme, OK, comme t'apprends de cette façon de faire-là. Matt, qui était déjà beaucoup plus expérimenté que moi en business, qui est un vieux de la vieille là, dans le digital marketing, j'ai tellement appris. Ça a été la meilleure école à laquelle j'aurais pu aller. Là, et lui, de son côté, ce qui m'a révélé, c'est ce qu'il dit, comme si j'avais pas été en partner avec toi, mes business seraient probablement messy. J'aurais pas amené ce côté opérationnel-là, ce côté efficience, ce côté organisation qui font que maintenant, je suis capable de mieux gérer mes affaires et que mes business vont encore mieux. Donc, il y a une relation, si tu veux, de mentorat non officiel qui s'est établi. Et ça, c'est le meilleur combo. Puis c'est de rendre compte que c'est quelque chose que j'ai fait, je dirais, vite dans ma carrière, où j'ai passé, puis ça peut-être que ça va de pair avec le partnership, c'est de réinvestir dans les gens. Donc, de réinvestir dans mon équipe assez rapidement.
je me souviens que la première chose qui était quand j'ai monté ma business, je l'ai monté tout seul, ma première business online, ça a été, j'avais identifié cette personne-là, Joey Vaillancourt, Joey qui reste à Ottawa, dans la région d'Ottawa. Et Joey avait ses propres petits websites aussi, mais ça allait pas nécessairement très bien. Il avait peut-être pas lui était beaucoup plus un gars je te dirais, comme opérationnel, de soutien, etc., qui n'était pas nécessairement impliqué dans le marketing, la création plus que ça. Et j'ai toujours dit à Joey, je l'ai jamais dit, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, si un jour, comme le jour où je vais arriver à tel niveau, j'engage Joey. Puis, Joey a été mon premier comme full-time guy que j'ai engagé. Et puis, j'ai investi beaucoup de mon temps, tu sais, comme dans la formation de Joey, dans ses conditions de vie, toutes ces choses-là. Et puis, on a travaillé ensemble. Joey est encore à Buy Optimizers, même si j'ai vendu. On a travaillé ensemble, tu vois, ça fait, je te dirais quasiment presque une dizaine d'années. Puis maintenant, il est encore dans certains projets que j'ai instigués, tu sais. Donc, le partnership, le réinvestissement dans mon équipe, ça a été vraiment early on, a été un des gros facteurs. Mm-hmm. Non, puis je sais pas, tu sais, je suis peut-être biaisé parce que je suis là-dedans justement intégré encore un nouvel employé, là, mais c'est un aspect sous-estimé, je trouve, la satisfaction d'investir dans quelqu'un, là. Tu sais, au-delà de, oui, les chiffres, la business, tout, je suis très orienté sur ce que je laisse derrière, sur le legacy de mon côté. Je suis pas drivé sur l'argent, je suis plus drivé sur le nombre de personnes que je vais avoir un impact. Je pense, mettons, à Étienne. Étienne qui, mettons, a racheté Quantum, une autre de mes anciennes entreprises. Puis Étienne a été celui qui m'a amené à comprendre le pouvoir d'avoir quelqu'un, l'impact et le potentiel qu'amène une personne qui est 100% complémentaire à toi, donc qui pallie parfaitement tes faiblesses. À l'époque, il était plus un employé. Mais si j'avais pas vendu ma business, il rentrait associé de toute façon, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est ça, c'est de, comme tu l'as mentionné, tu sais, de voir l'impact que juste ton idée très abstraite que tu as eu à m'amener maintenant a un impact concret sur la qualité de vie, sur le bonheur de cette personne-là. Et moi, ça, c'est ce qui est, à mes yeux, le plus satisfaisant et je sais pas, c'est powerful as fuck, là. Est-ce que c'est quelque chose que, parce que, tu sais, puis je suis d'accord avec toi, moi, comme, tu sais, c'est quelque chose qui je te dirais, qui ressort de plus en plus avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience. Mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tout le côté legacy, tout le côté de, je vais laisser, tu sais, mon impact durable, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? C'est quelque chose qui s'est buildé aussi? Non, ça, je l'ai toujours eu. Pendant longtemps, je voulais être maire d'une ville juste pour avoir mon nom sur une rue, là. Puis j'ai compris que le legacy, au final, c'était pas ça. Puis c'était une mauvaise interprétation de ce que je visais à faire. Mais non, je suis hyper drivé sur ce que je laisse derrière moi. T'sais, mais mon point, excuse-moi de te couper, mais mon point là-dessus, c'est justement, c'est ça que je voulais dire. C'est comme, ça, au début, ça commençait par une expression personnelle, tu sais, qui s'est ensuite traduit vers une expression plus, tu sais, plus altruiste. Oui, puis tu sais, je sais pas si, en même temps, il n'y a pas nécessairement de bon ou de mauvais, mais encore aujourd'hui, c'est même que je roule ma vie, puis je sais pas si c'est la bonne chose. Beaucoup de mes décisions sont prises sur la prémisse de la journée que je meurs, de quelle façon est-ce que les gens se souviennent de moi? Qu'est-ce que... tu sais, je pense très régulièrement à ma mort. Puis moi, genre, j'ai pas peur de mourir, absolument pas. C'est quelque chose que j'embrace, puis que je pourrais mourir demain, je suis 100% à l'aise avec ça. Ouais. Parce que, justement, le fait que je suis peut-être, justement, papier sablé comme ça, tout, ça m'amène à prendre des décisions où je suis bien avec la personne que je suis et avec ce que je laisse derrière, sachant que si je veux laisser beaucoup de choses derrière qui ont un meaning, qui ont une valeur, ben, il faut que je bloque. Tu sais, ça m'amène à bloquer beaucoup de petites distractions futiles qui font plaisir juste aux autres. Tu sais, clairement parlant, comment tu te sens, je m'en crisse. Si ça donne que c'est la bonne, tu te sens bien, en même temps que je me sens bien, nice, on va faire de très belles choses ensemble. Mais non, ma relation avec la mort m'amène à justement, je pense, mieux gérer mes choses pour en faire moins, mais en faire qui ont plus d'impact.
Mais c'est parce que ta relation, justement, avec la mort vient du fait que tu deals avec ta shit, là. Tu comprends que, OK, moi, je vais me focusser sur moi-même pour être la meilleure version que je peux être là, maintenant, pour justement ne pas avoir d'anxiété reliée au fait de comme je vis une vie qui n'est pas en ligne avec mes affaires, etc. Donc, tu sais que tu as un alignement et ce côté de self-awareness-là, de self-leadership-là, t'amène à pouvoir justement avoir l'impact que tu veux dans ta legacy, ce que tu veux amener dans le fond à la société. Puis honnêtement, comme je le vois comme pattern, moi, puis on l'a dit la dernière fois, comme que beaucoup de gens ils vont starter pour l'impact, etc. Mais j'ai l'impression que quand tu creuses, il y a quelque chose de beaucoup plus personnel que ça, qui amène cette chose-là. C'est l'impact et la matérialisation. Mais je pense que en très grande majorité, qu'il y a un assouvissement personnel qui doit être quelque chose qui doit être assouvi personnellement à travers la business qui va nous amener à arriver à cette réalisation-là. Et éventuellement, on y arrive tous à ce point-là où on a comme une crise existentielle entrepreneuriale. On est comme, OK, c'est bien ce que je fais, mais j'ai assouvi ce que je voulais. J'en ai eu ce que je voulais. Maintenant, what's next? Puis c'est comme le next step. Il est dur à définir. Il est très dur à définir, puis je pense que c'est quelque chose que tu vas vivre. Tu peux pas le définir, c'est quelque chose que tu vas vivre, tu sais. Puis dans mon top 3 de best move, puis ça va paraître absurde, mais ça a été de bodybuilding. Puis c'était avant que je sois entrepreneur aussi, là, tu sais, c'est dans mode... Moi, ça a été comme début des années 2000, là, c'était bodybuilding, ma passion, mon obsession. Tu sais, j'ai été compétitif, je l'ai fait de façon compétitive. Éventuellement, j'en ai fait, tu sais, ma vie à travers mes websites. Mais le fait d'amener cette rigueur-là, cette structure-là, m'a amené à devenir un meilleur entrepreneur, m'a mieux préparé à devenir un entrepreneur. Ça veut pas dire que j'ai pas fait des moves de marde où je suis tombé dans le vice de l'entrepreneuriat aussi, à travailler comme un mongol, puis à être comme, tout le temps comme, go, et puis, ça t'a donné les bonnes fondations quand même, le self-leadership, la discipline, la vision, le comprendre le pourquoi tu fais les choses, même si ça te tente pas. Ben c'est ça m'a apporté ce côté-là, puis la discipline a été un des gros facteurs. Ensuite, pourquoi ma première business a si bien fonctionné et qui m'a amené vers les next moves. Puis, quand je remarque par rapport à après, c'est quand je veux passer au prochain niveau, ça me prend ce type de structure-là. Puis moi, je pense que ça m'a amené un avantage dès le départ que j'aurais probablement pas eu, juste peut-être parce que tu es un petit peu comme toi, peut-être des tendances autodestructrices qui auraient fait que j'aurais peut-être pas eu de succès en business, là, tu sais. Fait que moi, quand je repense et je ramène tout ça, puis c'est niaiseux parce que quand j'en parle, puis tu vois, il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Tu sais, on va associer le bodybuilding ou le bodybuilder à un gars pas de tête, puis tu sais, comme niaiseux, là. Mais tout ce que ça t'apporte au niveau par la suite, c'est tout. Puis moi, comme un des conseils que je donne à des jeunes entrepreneurs, surtout des très jeunes entrepreneurs hommes ou femmes qui veulent se lancer, qui sont pas sûrs, qui n'ont peut-être pas la confiance, je dis comme, prends-toi un membership au gym, là, puis fais-toi une transformation personnelle. Transforme ton corps pour pouvoir te transformer ensuite professionnellement, tu sais, ou monter ta business. Ça va t'amener des choses qui sont comme, c'est très, très puissant. Après, moi, ça s'est transformé. Après, ça s'est devenu toute cette structure-là, ou cette inspiration-là, ces techniques-là sont devenues ensuite le backbone de FIC au niveau de la productivité, de la performance entrepreneuriale, donc ce que j'ai bâti. Mais ça a été clairement la meilleure chose que j'aurais pu faire. Non, puis tu sais, on l'a déjà dit, puis à la limite, on pourra même faire un épisode complet là-dessus. Il y a énormément de parallèles à faire entre l'entraînement physique et l'entrepreneuriat. C'est sûr que ça t'a mis dans une espèce de, sans t'en rendre compte, dans une espèce d'incubateur pour les bons principes, les bonnes valeurs, les bons, comme je dis, les bonnes fondations à avoir. C'est peut-être, sans vouloir retomber dans les mauvais coups, parce qu'on l'a fait la semaine dernière, mais tu sais, justement, comme de tomber direct dans l'entrepreneuriat, ça peut être périlleux. Donc, de vous mettre dans une position où il y a
à la limite, il y a un haut taux d'échec, mais qui n'a pas nécessairement d'impact collatéral, peut être une bonne façon de vous préparer avant de faire le saut, une espèce de comme transition intermédiaire, là. Un petit défi personnel, en effet, ça pourrait être un très bon coup pour plusieurs personnes, là. Mais est-ce que ça t'apprend aussi la transformation physique, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain? Tu sais, il y a deux cas de figure. C'est soit tu as une génétique qui est comme complètement above average, puis tu n'as pas besoin de travailler fort pour que ça arrive. Puis tu le vois en entrepreneuriat aussi, il y a des entrepreneurs qui sont comme they're born for this shit. Tu sais, tu peux dire comme holy smokes, mais comme l'entrepreneuriat, ça se travaille, c'est comme se muscler, puis ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis c'est la cumulation, c'est l'effet cumulé de tellement de choses. C'est l'effet cumulé de ton entraînement, okay? De ton type d'entraînement, de ta nutrition, de ton sommeil, de ta récupération, de ta supplémentation, même quand tu arrives au niveau de l'optimisation. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui se cumulent pour créer tes résultats, et ça se fait au long terme. Okay? C'est baser des routines, c'est se baser des rituels, des habitudes qui font que tu vas avoir tes résultats, mais que tu vas pas les avoir en 2 semaines. Ça va prendre des années, tu sais, et des années à faire ça de façon très disciplinée et rigoureuse. Et c'est la même chose qui se passe en business. Donc, ça t'amène ce côté peut-être patience là que beaucoup n'ont pas quand ils commencent en business. Tu sais, ils veulent des résultats rapides, puis quand c'est ça qu'ils ne les voient pas, ben oh non, tu sais, je suis pas dans la bonne business, ou ça se passe pas juste de même, là. C'est une série de répétitions, c'est une série de sets puis de répétitions over time qui vont te l'amener, là, tu sais. Non, Fait. On le dit souvent, tu sais, le secret, ben pas le secret, mais comme le succès dans l'entrepreneuriat, c'est juste la répétition de plusieurs petites tâches de façon consistante. Puis c'est ça après ça, tu fais juste augmenter la charge progressivement dessus un petit peu, et ou après ça, bon, mais tu t'en viens à une position où tu peux commencer à déléguer, puis là, c'est un tout autre terrain de jeu. Mais au début, en effet, c'est ça. C'est quasiment un copy-paste d'un entraînement physique, là. Ouais. Puis c'est ça, je pense que ça, au niveau des bons coups, je dis quoi, les partenariats, on en a parlé, pour toi et moi, c'était récurrent. J'en ai un qui est niaiseux, puis que c'est un bon coup que j'ai fait il y a genre 2 semaines. Tu sais, on le dit souvent justement que l'aspect physique de l'entrepreneur est important, mais en même temps, c'est souvent la première chose qui débarque. J'ai tradé ma chaise de bureau pour une espèce de banc avec des pédales, là. Je me suis commandé un standing desk. Standing desk, pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, c'est un bureau qui est sur des pattes que tu peux programmer la hauteur. Donc, tu travailles pendant un bout, assis, après ça, debout, c'est toi qui le gères. Mais au lieu de me commander une nouvelle chaise d'ordinateur, je me suis commandé, c'est littéralement une espèce de vélo stationnaire sans les bras puis sans tout le devant, là. Fait que c'est un set de Juste pédales, des pédales? Juste des pédales, puis un banc, mon homme. Puis, je vois pas le temps passer. C'est des calories qui partent. C'est sûr que je peux pas faire ça quand je suis en meeting. Je sue comme un porc. Mais pour vrai, genre, tu sais, j'avais toujours l'excuse de j'ai pas le temps de m'entraîner. Là, je veux dire, j'ai pas d'excuse. J'ai littéralement plus d'excuses. Si je peux m'entraîner en travaillant. Ouais. Puis ça fait que le temps passe plus vite. Je me sens plus focus, moins de stress. C'est sûr que combiné avec, comme je pense que le biohacking, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde, a été un bon coup, là, justement, comme recommencer soit le GABA, ben l'ashwagandha, différents suppléments aux produits naturels pour gérer mon anxiété puis optimiser un peu mon corps. Mais non, ça a été dans les dépenses, des petites dépenses qui ont un gros impact non attendu, admettons, là, cet investissement-là a été très, très, très intéressant. Genre, ça m'a coûté comme 220$ US, merci, bonsoir, puis je fais du basic comme j'en ai jamais fait de ma vie, là. Sans m'en rendre compte. Mais c'est des petites choses, c'est des bons points. Moi, je te rejoins là-dessus, pareil, au niveau du setup de business, là, au niveau de l'ergonomie de la chose, là. L'ergonomie, c'est exactement comme tu as dit, c'est inattendu. Puis c'est sur le long terme, tu te rends compte que tabarnouche, tu sais, comme moi, j'ai fait ça fait longtemps maintenant, comme je suis en train de faire 8 ans, Donc, 7 ou 8 ans que je me suis vraiment seté comme de façon optimale ici avec un stand-up desk et une chaise Herman Miller. On s'entend que le set m'a coûté comme 5 000$. C'est pas donné, là. Mais crime, man. Ma chaise, j'adore ma chaise au niveau
on a déjà parlé de mon amour pour les chaises Herman Miller. Là. Non, c'est une secte. Mais c'est justifié, je suis obligé de le dire, c'est justifié. C'est ça qu'on a au bureau, puis tu sais, je vais toujours payer ce qu'il y a de meilleur pour mes employés, puis moi, je coupe les coins ronds pour moi en essayant de faire justement quelques économies. J'en ai une chaise, elle est bonne, mais pour vrai, je m'en ennuie de ma Herman Miller. Là. Ah, man, mais comme. Puis tu la vois, là, comme no joke, là, quand je me souviens avoir vu la chaise Herman Miller, puis comme. Et puis c'est Matt, justement, Matt Galland, qui m'avait introduit à ce brand-là, puis j'étais comme. Voyons, attends, tu sais, elle regarde pas belle comme une chaise, tu sais, les grosses chaises paddées, là, de CEO. J'étais comme. Ça donc, je sais pas, c'est comme fait en mesh, là, comme en wire mesh, puis c'est en tout cas. Puis tabarnouche, man, what a change. Moi, puis je pourrais pas me passer de ma Herman Miller maintenant là, dans mon office. Le stand-up desk, et puis le stand-up desk, j'aime ton type, probablement que je vais regarder à m'acheter un petit chose de pédale. Si tu checkes pour te guérir, la compagnie s'appelle Uplift. Je pense que j'en ai commandé 6 bureaux aux 2 autres dernièrement. Puis pour vrai, genre, facile à installer. Le shipping est cher, par exemple. Là. Américain, c'est une compagnie américaine ou c'est? Oui, une compagnie américaine. OK. Puis sinon, il y a une compagnie qui s'appelle Autonomous.io qui commence à faire des vagues un petit peu. Les produits ont l'air bons. Je ne les ai pas essayés. Je vois par contre que le monde qui ont reçu les produits sont super stoked, mais ça a l'air d'être des mois pour le recevoir. Fait que c'est comme là le problème un petit peu. Mais pour ceux qui s'intéressent à ça présentement, je pense que c'est un bon moment parce que je pense que les détails sont pas sortis, mais de ce que je semble comprendre, il va y avoir plus de flexibilité au niveau des dépenses permises pour le télétravail, entre autres. Donc, même si vous n'êtes pas à votre compte pour votre employeur, il y a peut-être des investissements qui peuvent passer sur la compagnie pour vous guider mieux à la maison. Là. Donc, peut-être... Mais au Québec, là... OK, ça, là, on parle de bas coup, mauvais coup, là. Je ne sais pas combien d'argent j'ai passé à côté de l'argent que j'aurais pu ramasser à terre en ne prenant pas connaissance de programmes d'aide provinciaux ou fédéraux. Ouais, mais c'est à faire attention. Tu sais, oui, c'est facile de dire « Ah, c'est de l'argent gratuit. » Non. Oui et non, parce que tu as des comptes à rendre inutiles, tu as de la préparation de dossiers. C'est comme, pas inutile, ils nous donnent de l'argent, c'est normal, mais la structure derrière est quand même très lourde. Là. Tu sais, il y a des programmes que tu fais comme « Oui, mais au final, est-ce que tu fais vraiment de l'argent lorsque tu as fait toute la boucle administrative? » Je ne sais pas. Non, je suis d'accord avec toi, mais sur des petites choses comme ça, admettons que, tu sais, augmenter l'ergonomie, de te setter up un office qui fait du bon sens que tu vas pouvoir parce que tu n'as peut-être pas nécessairement le cash flow right now pour investir dans un beau setup, puis tu peux avoir de l'aide. Moi, je pense que c'est justement le type de choses que vous avez au Québec qui est super intéressant. Ce que je te parle, c'est pas au Québec, c'est au Canada, c'est au fédéral. Ah, c'est au fédéral? Bon, non, c'est pour des crédits d'impôt. T'as pas de subvention immédiate. Non, mais même, oui, mais même à ça, si vous êtes capable de, tu sais, vous avez les reins solides financièrement, que vous voulez investir une couple de mille là-dedans, et puis que vous savez que vous allez l'avoir en tant que crédit d'impôt, ça vaut la peine de regarder. Mais là, c'est un plan de paiement 24 mois, puis tu sais que ton paiement de rembourser ton crédit d'impôt va être rentré avant, puis t'es correct. Là. Voilà, tu sais, c'est parce que là, faut voir sur le long terme là, puis souvent on va pas regarder à ces choses-là, puis il y a beaucoup de choses, puis je sais qu'au Québec, c'est souvent le côté administratif qui peut être un petit peu pesant, mais vous avez quand même beaucoup de belles aides au Québec. Là. C'est quand même un privilège. Oui, absolument. Puis faut en être conscient. Là. Mais tu sais, comme je pense que c'est un bon coup, ça aussi, de justement comme l'efficience financière en général, là, d'être alerte aux opportunités, puis d'avoir un souci. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je suis peut-être dans l'erreur. Au niveau des PME, non, il y a des personnes maintenant dédiées quasiment à ça, là, mais mettons pour les personnes qui se lancent en affaires ou qui sont des solopreneurs ou de très petites entreprises, on connaît pas assez les programmes, on s'intéresse pas assez à nos postes de dépenses pour voir comment est-ce qu'on peut bundler des affaires, prendre le temps de négocier, revoir nos fournisseurs, donc de continuellement être en optimisation financière, parce que comme tu l'as dit, ça fait que des fois tu te ramasses looking back, que ça fait 2 ans que je paye 150$ par mois de trop pour un système, alors que le compétiteur m'aurait pu me le faire. Si j'avais pris le temps de négocier, j'aurais sauvé des milliers de dollars. Là. Ouais. Fait que, de se mettre cette discipline-là, se l'imposer, personnellement, c'est parce que c'est de l'argent qu'après ça, c'est plus facile de réinvestir. Là. Pour investir, c'est d'en prendre de l'argent, puis souvent, c'est là que tu vas aller la chercher. Ouais, puis c'est encore une... Tu vois le pattern, ce qu'on dit, c'est que beaucoup des meilleurs coups qu'on a fait, c'est des choses qui ont un effet durable sur le long terme. T'sais. Et moi, pareil, l'efficience financière, ça a été un des coups comme... Tu sais, quand j'en ai parlé dans je ne vais pas étaler là-dessus, parce que j'en ai parlé dans les erreurs aussi de justement de ne pas avoir nécessairement cette efficience financière-là dès le départ. Mais
de ramener ces choses-là. Le fait d'avoir d'investir, de prendre du temps pour investir dans un bon bookkeeper qui est capable de créer même et puis qui est capable de créer un PNL raisonnable, que tu as une vision sur tes chiffres. Puis souvent, tu vas te rendre compte que tabarnouche, 150 pièces ici, 200 pièces là, comme des petites niaiseries, là, OK? Mais qui compound. Je peux pas te dire combien de dizaines de milliers de pièces je n'ai pas à travailler pour faire parce que je suis efficient de façon financière. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai la chance d'avoir Cédric à l'interne là, qui regarde à toutes ces choses-là. Et on fait des décisions. J'aime comment que de plus en plus aux yeux des gens, tu crises focal puis que c'est Cédric qui fait tout. Non, man, comme Cédric, au niveau opérationnellement, là, comme Cédric, tu sais, Cédric est bien plus solide au niveau du day-to-day puis de toutes ces choses-là que je le suis, tu sais. Puis on parle de réinvestissement dans l'équipe, mais pour moi, Cédric est celui que je veux garder toujours avec moi parce qu'il me complète tellement de ce côté-là et il est beaucoup plus smart que moi sur beaucoup de choses au niveau de l'optimisation, au niveau des petites affaires que moi, je suis pas nécessairement un gars de détails. Il est juste fantastique, tu sais, puis j'en parle beaucoup parce qu'il est très bon, Ced, puis des personnes comme ça, tu sais, j'ai eu des Joey dans ma carrière, j'ai eu Andy Wilkinson à Optimize, des personnes qui sont très, très compétentes, qui n'ont pas mon skill set, mais tabarnouche, qui sont way comme meilleurs que moi sur un aspect, comme tous ces aspects-là, man. Et puis comme Cédric, on est très systems heavy, comme on a beaucoup de systèmes, mais quand on a commencé à regarder au niveau de l'efficience financière, Cédric, lui, il l'amène à un autre niveau. Tu sais, que moi, je le vois pas. Tu sais, au niveau de détail qui est comme, ben là, si on fait ça, puis on change ça, puis on met ça, on chauffe tant, puis on gagne tant de temps. Je suis comme, no brainer, let's do it. C'est cette vision-là, puis je suis privilégié d'avoir Ced avec moi. Mais tu sais, comme je dis beaucoup que Cédric fait beaucoup d'affaires dans ma vie, oui, parce qu'on a bâti des processus. Tu sais, j'ai réinvesti dans ma business, oui, j'ai réinvesti dans du capital, dans l'humain, mais j'ai aussi beaucoup réinvesti dans ma structure. Tu sais, au niveau du leverage, au niveau de la délégation, de l'outsourcing, de l'automatisation, j'ai passé quand même beaucoup d'investissement de temps, je dirais même beaucoup plus de temps que d'argent de créer une structure qui est vraiment efficace puis efficiente, puis ça fonctionne bien. Non, puis comme peut-être le dernier bon coup que je suis capable, pas qu'il y en a plein, là, mais mettons que je m'en voudrais de pas mentionner, c'est d'avoir eu la maturité assez tôt dans mon développement de justement me détacher des entreprises. Donc, de m'embarquer, si un projet est basé sur une passion, je ne me donne plus le droit d'en faire une business. Parce que une passion, c'est supposé être ton safe zone. C'est supposé être la place que justement tu vas pour décrocher ton self-care, de virer une passion en business. Tu viens de détruire ce qui devait être ton safety net. Ouais. Donc, de maintenant seulement m'impliquer dans des business où ce que le produit, je m'en fous, c'est le modèle d'affaires qui m'intéresse. Oui. Le produit, c'est d'avoir une. C'est sûr que je veux dire, le produit, je m'en fous jusqu'à une certaine limite. Le produit, est-ce qu'il amène une valeur réelle? OK, parfait. Est-ce que c'est marketable? Oui, parfait. Mais de maintenant, mon focus, moi, complet, puis c'est là ma spécialité que je pose de plus en plus, c'est vraiment le business design. De voir comment est-ce que toutes les moving parts font du sens ensemble, histoire que le système, le modèle d'affaires d'un matin, on peut changer la business, puis rentrer un nouveau projet, puis un nouveau produit, puis ça fait du sens. Ça fait que justement, t'es passé de passion à valeur. Oui, exactement. C'est ça. Ça, je suis capable, puis je l'ai vu parce que justement, quand mes premières business, c'était dans le divertissement, c'était dans la musique, puis j'ai brûlé la moitié de mes passions en faisant des business, là. Des business qui allaient bien, qui étaient financièrement intéressantes, mais que j'avais plus de plaisir. Puis que c'est, malheureusement, puis on en a déjà parlé dans les anciens épisodes, on a besoin de choses pour s'identifier à titre de personne. Puis lorsque tu ne t'identifies plus à ton emploi, ton entreprise, ni ta passion, parce que tu as toutes mis tes billes à la même place, tu as toutes mis tes œufs dans le même panier, ça amène un gros... ça brasse les cartes. Ouais. Ça te confronte à toi-même de comme, OK,
tous mes efforts, tout mon focus vient de partir, il ne me reste plus rien. Je dois non seulement me trouver une nouvelle vocation, mais aussi un nouveau safe zone. Mais c'est des pain points, je pense, qui sont utiles quand même au niveau entrepreneur parce que la majeure partie des entrepreneurs vont beaucoup passer dans cette étape-là, tu sais, de patient à en faire une business, à se rendre compte que shit, je suis là parce que je voulais plus de ça, mais finalement, c'est le contraire. Puis de réévaluation complète de ce qu'ils font. Et comme tu dis tout à l'heure, c'est de passer, par exemple, pour toi, tu es passé de patient maintenant à mettre tes valeurs de l'avant et de matcher tes valeurs, d'utiliser ton skill set au profit de tes valeurs. Exact. Tu sais, quand on m'approche pour, mettons, du mentorat, puis il y en a que ça les throw off, que comme, il vient, qu'est-ce que tu penses? Je suis comme, ton produit, je m'en calisse. Puis il y en a qui trouvent ça raide. Je suis comme, non, c'est une bonne chose. Parce que moi, mon but, ma job, puis ma force, c'est pas de m'intéresser à ton produit, c'est de voir comment est-ce qu'en arrière, on peut s'arranger pour que toi, tu sois capable de le pousser, parce que toi, il faut que tu tripes sur ton produit peut-être un peu plus, OK? Oui. Mais, ou que du moins les personnes, tu sais, je veux dire, ça prend quelqu'un qui s'intéresse au produit absolument, mais ça n'a pas besoin d'être le gestionnaire, je vais le dire comme ça. Fait que, oui, c'est vrai. Fait que non, je trouve que maintenant, c'est un levier qui je trouve, qui me motive, tu sais, de dire, un projet qui arrive, le produit ne m'intéresse pas. Mais c'est parce que est-ce que le fait que le produit ne m'intéresse pas fait qu'il n'y a rien dans l'entreprise qui peut m'intéresser? Mm-hmm. Il y a comme une grosse nuance là à faire. Puis quand tu es capable de trouver, OK, quels sont les éléments qui m'intéressent, qui me font triper, malgré le fait que le produit, je m'en fous, très souvent, tu vas plus triper dans ce projet-là parce que justement, tu es plus malléable, tu as plus d'impact, tu es moins biaisé que si tu t'intéresses au produit pur et dur. Ben, le produit va toujours changer. Le produit est à la merci du marché. Ton modèle d'affaires, lui, théoriquement, est plus solide un peu. Normalement, tu es juste supposé devoir tweaker. Tu es supposé tweaker plus souvent ton produit, à mon sens, que le système, si ta business, le modèle d'affaires est intelligent. Ouais, non, c'est vrai. Mais tu sais, comme quand tu regardes à ça avec de l'altitude, là, les bons coups, la majeure partie des bons coups, c'est quelque chose, ce sont des coups que tu vas réaliser plus tard par la suite. Oui, que tu vas pas. Si vous êtes dans la business de je vais tout le temps regarder à faire des bons coups, là, tu vas rentrer dans la tactique. Puis c'est là que je pense que justement, les bons coups ne vont pas arriver à cause de ça. Les bons coups souvent arrivent plus tard. Tu vas réaliser 5, 10 ans plus tard que hey, si j'ai pas fait ça, là, ça serait pas arrivé. Puis c'est clairement, c'est clairement un bon coup. Puis souvent, quand on est dedans, on le voit pas. Donc, c'est réaliser ces choses-là, puis c'est dire que ça s'en vient par la suite, puis ça vient. Tu sais, comme tout ce que tu me dis, là, c'est le cheminement classique qu'on va tous avoir généralement en tant qu'entrepreneur, de passer, tu sais, encore une fois, de passion, d'expertise, ensuite amener du côté les valeurs vont devenir beaucoup plus importantes pour nous autres, puis de créer quelque chose qui est en alignement avec ça, ou comme c'est pas le comment qui care, c'est le pourquoi. Dans l'immédiat, il n'y a pas de bon ou mauvais coup. Tu ne peux pas le savoir. Il n'y a que la réaction et l'action que tu prends à une situation. Ce que tu fais va éventuellement déterminer si c'était un bon coup ou un mauvais coup. Mais en réalité, tu peux avoir deux entreprises avec le même problème. L'entreprise va prendre la solution A, l'entreprise va prendre la solution B, et il n'y a pas une des deux qui est plus bonne que l'autre. C'est de voir comment est-ce que tu vas la gérer puis arrimer les restes des choses aussi. Ouais. La gestion de la situation est plus importante que l'action en soi. C'est tellement des beaux mots pour finir ce podcast-là. J'ai l'impression que c'est tellement des beaux mots pour rien dire. Non, c'est un bon one-liner. C'est un bon one-liner. Non, c'est pas pour rien dire. Au contraire, j'ai l'impression que ça sum up vraiment ce qu'on s'en dit. Mais après, il y a beaucoup peut-être de micro-coups, etc. Mais ça, vous allez les entendre dans les podcasts en général. Mais j'ai aimé ça. Tu sais. Puis tu vois, ce que j'ai trouvé, c'est qu'encore une fois, on n'a pas fait de brainstorm avant ça. On a lancé le podcast et on va juste parler de nos bons coups en business. Puis nos bons coups se rapprochent beaucoup l'un de l'autre, actés. Au fil du temps, tu vois là, les patterns. Que ces bons coups-là, en réalité, ne sont que des réflexes d'affaires. Ben, probablement. Puis c'est quelque chose, puis vous êtes probablement à différents stages de votre business, puis votre parcours entrepreneurial, mais vous allez voir, comme que ça va fort probablement vous arriver aussi. C'est la façon dont vous allez réagir à cette chose-là.
Cool, man. Hey, bon épisode, j'aime ça. Ça a été, j'espère que vous en avez eu beaucoup de... Je pensais pas que je viens de checker le temps. Je pensais pas qu'on avait jasé si longtemps. Il a passé vite. Ouais, on est rendu à 50 minutes, là, tabarouette. Non, ça passait très vite, puis il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire aussi, mais c'est le fun de partager. J'aimerais vous entendre, vous autres. Quels sont vos bons coups en business? C'est quoi que vous avez fait qui est peut-être quelque chose de peut-être conventionnel, mais quelque chose peut-être de non conventionnel que vous avez comme et qui a des résultats inattendus? J'aimerais savoir ces choses-là. Envoyez-nous un petit email, ça me fera plaisir de vous lire là-dessus. Et puis, ça. Cool, man. Hey, il y a quelqu'un qui est là, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Ric Flair! Où est Rick? Il est là en arrière. C'est notre gars de son, Rick, qui s'occupe. À la régie. Il est à la régie. Il est derrière une vitre. Donc, on peut pas, c'est ça, il peut pas nécessairement... mais il est assez animé. Il boit une caisse de 24 pas mal à chaque épisode. Là, mais c'est correct. On l'aime. Salut mon chum, bonne semaine à tout le monde, puis on se reparlera la semaine prochaine comme d'habitude. See ya! Salut! Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.